Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Manipulation des signes et contestation sociale dans CONSIDERABLE. Au-delà de sa poétique beauté, Considérable 18 est une chanson qui nous interpelle parce qu'elle est tout d'abord un conte. Au regard des nombreux contes qui émaillent et auréolent son répertoire, Pierre Claver Akindingué est de notre point de vue plus conteur que chanteur. Même lorsqu'elle ne s'affirme pas comme telle, les chansons du flambeau de la musique gabonaise ont toujours une allure de conte. Parce que le conte est un héritage des sociétés traditionnelles, la relation amoureuse et quasi charnelle d'Akindingué avec ce genre littéraire doit être d'abord comprise comme étant le signe de sa fidélité à la tradition africaine, à la civilisation de l'oralité, dans laquelle il a été son enfance durant nourri. D'ailleurs, c'est bien cette tradition africaine qui féconde sa musique comme il l'a lui-même dit à Yves Delacroix. À l'époque, le public français ne voulait voir de l'Afrique que les tambours. Et moi je voulais aussi apporter la parole, toute la civilisation de l'oralité. Je m'inspirais des contes et des préceptes que j'avais entendus dans mon enfance. Cette fidélité d'Akindingué à son terroir participe de la conservation et de l'adaptation de notre riche littérature orale menacée depuis longtemps de disparition. Le conte ou le choix de la couverture. Cependant, dans le combat pour la liberté qui est le sien, le choix du conte chez Akindingué dépasse la simple exigence de fidélité à l'univers culturel africain. L'élection du conte est l'option de la contestation sociale sous le mode de la couverture. Le conte sied en effet à un tel mode de résistance puisqu'il est en général une énigme au sens où toujours il suppose un sens latent au-delà de sa signification apparente. Un conte nous dit une chose et en signifie une autre. 22 souvent considéré comme un récit enfantin, le conte est à la fois transparent et opaque, sa simplicité est trompeuse. On pressent que le récit ingénu dissimule des significations importantes, ne serait-ce qu'en raison de la fascination qu'il exerce et qui provient, sent-on confusément, du fait qu'il dit autre chose que ce qu'il dit. Comme le rêve, le conte se présente par conséquent avec un contenu manifeste qui dissimule un contenu latent. Ainsi, l'histoire singulière de Poway que nous relate Considérable n'est en réalité que le prétexte et le moyen d'une dénonciation sociale. En creux, si on peut dire, Considérable est un discours socialement et politiquement contestataire. Il faut, pour comprendre réellement ce conte, aller au-delà de sa surface. En prenant alors sa révolte et sa soif des libertés par le biais du conte, Akindingué masque son discours et se fait adepte du voile de l'énigme, de la parole allusive et énigmatique, de la poétique dissimulation. Le choix du conte est celui de la parole oblique. Et chez Akindingué, les paroles les plus obliques sont celles qui portent la tempête. En plus du conte comme genre, le caractère énigmatique du discours akindinguien, qui témoigne de la manipulation des signes, est non seulement repérable à partir des expressions comme moteur en bois, HOMMESLEOPARDS, sur le dos, mais également à partir du titre même du conte. En général, le titre d'un texte a une fonction introductive au sens où il l'annonce, il l'anticipe, il informe le lecteur, l'auditeur dans notre cas, sur son contenu. C'est sa fonction cataphorique. Cette fonction, considérable, le titre de la chanson qui nous intéresse, ne semble pas la remplir. Il suffit par exemple de comparer ce titre à d'autres comme « Mon pays entre soleil et pluie »,« Oppression »,« Réveil de l'Afrique » ou « Africa au Bota ». Sans prendre connaissance des différents contenus de ces textes, il est évident que tous ces titres nous en donnent tout de même quelques idées. Mon pays entre soleil et pluie laisse entendre qu'il est question dans cette chanson des aspirations contradictoires qui sont cause des convulsions de la terre natale. Oppression et réveil de l'Afrique se passent de commentaires. Nous nous attendons dans le premier cas à la dénonciation d'un martyr et dans le second à un appel au patriotisme et quant à Africa au Bota,
Afrique et ceux qui sont familiers du mayennais comprennent qu'elle est un hymne à l'Afrique, la mère patrie. Tous ces titres sont plus ou moins évocateurs et sont explicitement en relation avec le contenu des textes qu'ils annoncent. Par contre, il n'en va pas de même de considérable. D'abord, nous sommes surpris de voir un adjectif servir ici de titre, alors qu'habituellement, nous avons affaire à un substantif ou à une phrase dans laquelle éventuellement un adjectif figure. Ensuite, ce que nous savons, et que le dictionnaire nous apprend, du signe considérable, ne nous aide véritablement pas à anticiper sur le contenu de la chanson. Nous sommes là en présence d'un titre qui laisse perplexe, qui désarçonne, qui déconcerte. En somme, considérable, par rapport à sa fonction introductive, est une porte fermée sinon verrouillée qui nous interdit l'accès au texte. Si l'Afrique est considérable, avait été par exemple le titre de la chanson, nous nous serions retrouvés en face assurément d'une porte ouverte ou tout au moins entrebâillée. L'Afrique est considérable, comparativement à considérable, est un titre dont la fonction cataphorique est mieux avouée. En ne laissant rien transparaître du contenu de la chanson, considérable est cependant un titre qui la valorise au sens où il nous met en appétit, il nous donne envie de l'écouter et d'en découvrir, d'en dévoiler la signification. À défaut de remplir sa fonction cataphorique, le titre considérable est bien en phase avec sa fonction appéritive. Mais le fait que ce ne soit pas un titre évocateur montre, dans le prolongement de ce que nous avons dit du conte, qu'à la critique directe et ouverte, le chanteur engagé préfère la critique voilée et sinueuse. Les guerriers avec leurs armes attaquent de front en se dévoilant, le conteur combattant adopte une stratégie différente qui consiste à attaquer en se voilant. Akindingué manipule à dessein le titre de sa chanson, et profite de l'ésotérisme du conte pour ne pas se mettre à découvert et courir les risques du guerriero, du rebelle en armes. L'ambivalence du conte et l'ambiguïté de son titre, en ce qui concerne considérable, le mettent relativement à l'abri des représailles des ennemis de la liberté. Par le détour d'un langage allégorique et oblique, Akindingué conteste assez pour provoquer et encourager un mouvement de révolte populaire mais pas assez pour exposer sa vie. Néanmoins, en même temps qu'il permet au poète-chanteur de ne pas risquer sa tête, la parole masquée, le dire énigmatique du conte convie à la méditation. Mais cette méditation à laquelle nous invite Akindingué est à distinguer du recueillement religieux ou mystique au sens où elle doit plutôt favoriser une réelle prise de conscience politique. Il ne nous convie pas à fuir notre quotidien, à nous évader du monde, il nous convie plutôt à nous y enraciner. L'invitation à méditer est donc chez Akindingué une façon de prévenir les Africains des effets hypnotisants et aliénants de la culture du rythme et de la danse. Comme le souligne Pierre-Edgar Mounjegou, dans un texte mis en musique et chanté par Pierre Clavé Akindingué. Le chant dans l'oppression, la danse dans l'oppression, les larmes dans l'oppression, le tam-tam dans l'oppression tuent la conscience. Le conte est alors non seulement le choix du combat couvert mais aussi celui de l'éveil des consciences. Akindingué se révèle éveilleur des consciences notamment parce que ses contes, mais aussi ses chansons, nous obligent, si nous voulons les comprendre, les pénétrer, à être des auditeurs-décrypteurs, c'est-à-dire des auditeurs actifs. Akindingué ne veut pas répondre aux besoins du divertissement d'un instant. Il entend plutôt susciter chez nos auditeurs un questionnement citoyen profond et durable. Le décryptage des textes d'Akindingué est tout à fait possible, même s'il ne va pas de soi puisque les contes d'Akindingué, comme tous les autres, sont pauvres, en informations concrètes sur un milieu précis, en réalia qui témoignerait d'un temps, d'un espace. 2. Le contexte de considérable. Ainsi, considérable, a, de notre point de vue, pour contexte l'Afrique des indépendances et plus précisément la désillusion des peuples africains au lendemain de l'accession de nombreux pays du continent à la souveraineté politique. Cette contextualisation de la chanson est confirmée non seulement par la date de l'album dont elle est extraite à savoir Africa au Botha, 1976, mais aussi par la désignation dans la chanson, de la place de l'indépendance. Il y a eu désillusion pour ces peuples, parce que les indépendances s'avérèrent l'avènement de pouvoirs dictatoriaux locaux, pouvoirs d'ailleurs soutenus par les anciennes puissances coloniales et dont le souvenir dans le conte est marqué par l'Angélus en même temps que le canon, un vieux canon 29. L'Angélus et le canon symbolisent d'une part la puissance religieuse et d'autre part la puissance militaire,
c'est-à-dire les deux pouvoirs sur lesquels les colons s'appuyèrent pour soumettre l'Afrique en contraignant à la fois les âmes et les corps. De ce point de vue, aucune religion n'est idéologiquement innocente. Toute religion sert une politique, entend-on dire dans le conte. Si le canon est dit vieux, et donc hors d'usage, désormais inoffensif, c'est pour signifier que le colonialisme a vécu, les colons sont partis. Mais ce départ est en soi un faux départ parce qu'il n'est pas synonyme de réelle liberté. Les colons ont à ce qui paraît laissé à leur place leurs clones. Il s'agit donc tout simplement d'une passation de pouvoir entre les oppresseurs étrangers et les oppresseurs indigènes. Mais cette passation de pouvoir est bien particulière en cela qu'elle donne encore l'occasion à ceux qui partent de toujours tirer en quelque sorte les ficelles du pouvoir. Les indépendances des pays africains sont de ce point de vue des fausses indépendances. Les Africains, désormais opprimés directement par leurs propres frères, déchantent et se rendent vite compte que la lutte pour la liberté continue. L'érection sur la place de l'indépendance d'une potence est dans le conte le symbole fort du désenchantement populaire. En transformant la place de l'indépendance en lieu d'exécution, les gouvernants autochtones assassinent l'espoir de liberté naissante et montrent au grand jour que servir la cause de leur peuple n'est pas leur ambition. Il est donc clair qu'Akindingué critique les gouvernants autochtones et post-indépendance qui ont oublié que la fin de l'État, comme le souligne Spinoza, ne saurait être la domination. Ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et faire qu'il appartienne à un autre que l'État est institué. Au contraire, c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve, aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui, son droit naturel d'exister et d'agir. La fin de l'État est donc en réalité la liberté. La quête de la liberté, ce signe, en plus de libération et indépendance est utilisé 3 fois, est alors à l'évidence le thème majeur de Considérable. Mais il faut faire la part entre la liberté collective et la liberté individuelle dans ce texte. Celle-là est plus manifeste et celle-ci l'est moins. 3. Poway, de la liberté individuelle à la liberté collective. Dans le conte, l'incarnation de la revendication de la liberté par le peuple est Poway. C'est par la présentation de ce dernier que commence la chanson. Petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait Pow, il est méchanté à. Que le monde est méchant. Mais que Dieu est grand. La première information qui nous est donnée au sujet du héros de Considérable, c'est qu'il est physiquement insignifiant, il est banal, c'est un bout d'homme. Cet individu qui ne paie pas de mine, a tout de même du cœur au sens d'une certaine noblesse d'âme. C'est cette dernière caractéristique qui fait la grandeur de Poway. L'antithèse entre la petite taille du héros et la grandeur de ses sentiments, c'est-à-dire entre le paraître et l'être, tourne à l'avantage de celui-ci et non de celui-là. Le paraître est trompeur, seul l'être est à même de mieux nous définir. Il faut donc savoir aller au-delà des apparences pour mieux connaître nos semblables. Par rapport à la première phrase, la deuxième opère un dépassement dans le but de valoriser le héros. Cette opposition entre le paraître et l'être chez Poway en fait un être déroutant, une figure contrastée. Poway est de ce fait, à l'instar de Socrate, une sorte de silène dont l'intérieur renferme une merveille. Cette merveille est chez notre héros sa grandeur d'âme. Cette grandeur d'âme, Poway la puise certainement entre autres, dans la foi en Dieu puisque la méchanceté du monde n'entame en rien la grandeur de ce dernier. Comme entre les 2 premières phrases, il y a à nouveau une antithèse entre les 2 dernières phrases. Que le monde est méchant, est opposé à que Dieu est grand. La croyance en la grandeur de Dieu est pour Poway l'inépuisable énergie nécessaire pour combattre la méchanceté du monde. C'est également l'espoir que le monde changera un jour, puisque Dieu qui en garantit l'ordre ne peut y laisser la méchanceté prospérer longtemps. L'idéal est que ce qui est en bas soit identique à ce qui est en haut, que le monde soit conforme au décret divin. Il serait à notre avis erroné de juger l'expression Dieu est grand ironique par opposition à cette autre affirmation de Poway, à savoir toute religion sert une politique. Ici le terme religion renvoie aux institutions, aux écoles confessionnelles qui sont aussi diverses et différentes que les individus ou les groupes humains. Or, les différences et même les barrières entre ces institutions humaines n'atteignent pas le ciel. La croyance en Dieu de Poway transcende les humeurs et les préjugés des hommes. Toutefois, Poway croit en Dieu sans se laisser aller à une attitude passive. S'il est vrai que Dieu peut quelque chose pour les hommes,
il n'en demeure pas moins que ces derniers sont les maîtres de leur destin individuel et collectif. C'est en ce sens que Poway montre par son action que la liberté collective a pour fondement la liberté individuelle. En d'autres termes, par son attitude, il dit implicitement qu'avant d'entreprendre ou de participer à une œuvre de reconstruction sociale et politique qui se veut féconde, il faut préalablement prendre la mesure de soi, coïncider avec soi-même, opérer sa propre mue. Cette nécessaire mutation de soi, Poway l'a réalisée. C'est en cela qu'il est un individu, réellement autonome et indépendant. Il est à lui-même son propre flambeau et demeure conscient, comme le dit Rousseau, que la liberté n'est dans aucune forme de gouvernement, elle est dans le cœur de l'homme libre, il la porte partout avec lui. À le voir évoluer tout au long du récit, Poway s'est manifestement construit une citadelle intérieure, capable de le soustraire, de le mettre à l'abri de tout asservissement et de toute intimidation. C'est là la liberté intérieure des stoïciens grâce à laquelle Épictète, esclave, était resté malgré tout et paradoxalement un homme libre et pouvait dire « J'ai tout examiné, personne n'a de pouvoir sur moi ». C'est bien dans cette liberté intérieure qui est aussi une force d'âme que Poway puisera les ressources indispensables pour supporter par 2 fois l'exil. Il quittera d'abord son village et ensuite son pays, la torture infligée par les mercenaires et les HOMMESLEOPARDS, il sera amené à plat ventre sur le dos, la prison et enfin la mort, Poe sera pendu. Il faut pour faire face à de telles situations, une force d'âme simplement stoïcienne. L'expression « à plat ventre sur le dos » est un non-sens parce qu'il est difficile de s'imaginer un homme à la fois à plat ventre et sur le dos. Ce non-sens est tout de même porteur de sens parce qu'il met en relief la volonté d'Aquin d'Inguet de souligner le caractère inhumain et monstrueux des sévices infligés aux amants de la liberté. Sans avoir jamais mis les pieds dans les nombreux cachots que le continent a connus ou connaît encore, nous pouvons néanmoins imaginer que Steve Biko, Patrice Lumumba, Diallo Telly, Nelson Mandela, Abraham Serfati et bien d'autres ont été les terrains d'expérimentation des tortures les plus cyniques, les plus diaboliques qui soient. Face à l'omniprésente menace de ces tortures, Poway est l'archétype de la rare race des patriotes qui préfèrent abandonner les joies de l'existence et même l'existence elle-même que de se défaire de leurs convictions. L'expression « HOMMESLEOPARDS », qui pourrait faire penser à Mobutu, défunt président de l'ex-Zaïre qui arborait toujours un chapeau en peau de léopard, montre que les ignobles bourreaux de Poway qui se nourrissent de sang à longueur de journée sont des mutants qui sortent de l'ordre naturel et chez qui il n'existe pas de sentiment de pitié. Dans l'ordre naturel, l'animal ne torture jamais son semblable. Il arrive hélas à l'homme de le faire mais très vite il est arrêté par la pitié et le remords. L'homme qui fait fi de ses sentiments n'est plus un humain, et il n'est même pas comparable à l'animal. Cette même expression, HOMMESLEOPARDS, renvoie aussi à une croyance sinon même à une réalité que mentionnent André Raponda Walker et Roger Sillan dans Rites et croyances des peuples du Gabon. À en croire ces auteurs, il aurait existé au Gabon des sociétés secrètes d'hommes léopards, appelées Monji Njego ou Kouya dans la langue maternelle d'Aquin d'Inguet, qui semaient la terreur et se rendaient coupables de meurtres dans un certain nombre de contrées. La pratique magico-religieuse de ces groupements secrets d'hommes léopards autorisait une certaine forme d'anthropophagie. Dans ces sectes, les adeptes immolaient des victimes, mais ne consommaient que certaines parties de leur corps au fond de la brousse. Parfois ces sacrifices étaient perpétrés à l'instigation de chefs. Par une habile mystification, ils reproduisaient l'attaque du léopard afin de faire croire à l'œuvre d'une bête et non à celle d'un homme. 34 Ces sectes d'hommes léopards ont disparu, mais il n'en demeure pas moins que les meurtres rituels se poursuivent et semblent être souvent le fait d'individus qui ambitionnent certaines positions de pouvoir. Ces nouveaux hommes léopards tuent non seulement des individus, mais aussi la liberté au sens où ils recherchent les positions de pouvoir non pas pour servir l'intérêt général, mais plutôt pour leurs propres intérêts égoïstes. En fait, ces nouveaux hommes léopards tuent l'État et la nation. Que Pierre Clavé-Aquin d'Inguet utilise dans sa chanson cette expression d'homme léopard, montre qu'il a sans doute entendu parler de l'existence de ces êtres mais témoigne aussi du fait qu'il sait être à l'écoute de sa société. Il en reflète non seulement les aspirations sociales et politiques, mais également les croyances et les mœurs. Pour résister donc à la barbarie de ces hommes léopards,
Poway n'a d'autre ressource que sa liberté intérieure, cette liberté qui a fait la renommée des stoïciens. Seulement, à la différence des stoïciens, Poway fait sienne l'idée que la liberté intérieure et individuelle doit avoir un prolongement dans la liberté collective. Au bout de sa propre liberté, pense Poway en son fort intérieur, il doit y avoir la libération de la collectivité, du peuple. Poway est, pourrions-nous dire, cet ancien prisonnier de la caverne platonicienne qui après son évasion revient vers ses camarades de captivité d'antan afin de les aider à se libérer à leur tour. Le souci de la liberté communautaire montre que Poway ne se satisfait pas de la quiétude égoïste, de la sérénité insulaire de la liberté intérieure. Cette passion pour la liberté collective, qui confirme la noblesse d'âme que nous avons déjà évoquée, Poway l'exprime bien lorsqu'il affirme d'une part en se parlant à lui-même, « Vivre sans vivre la libération de mon pays ce n'est pas digne de moi », et d'autre part en exhortant le peuple. Vivre sans vivre la liberté dans notre pays ce n'est pas digne d'un peuple considérable comme nous. 36 Poway est ici le citoyen dont l'existence est confondue avec celle de la cité, et qui non seulement ne consent pas à vivre dans une patrie privée de liberté mais conteste aussi l'exil. La liberté ne se vit que dans sa propre patrie, sur le sol natal. Le patriote qui entend être digne ne s'exile pas. Poway arrive à cette conclusion après s'être lassé de tirer ailleurs, le tirailleur, Poe pensa que la situation nécessitait qu'il revînt tirer chez nous. Poway qui prend ici conscience qu'il vaut mieux retourner dans son pays, c'est Pierre Clavé Akindingué lui-même qui revient au Gabon en 1985 parce qu'il n'a jamais accepté ni assumé l'exil. S'il y a un combat à mener au niveau de la conscientisation des gens, par des choses modestes, les chansons sont de petites choses. C'est au milieu de mes semblables. Pas au-dessus mais avec eux, rappelle l'artiste. Ce retour au pays permet également aux poètes de ne pas produire des œuvres abstraites, parce que privés de leur source de fécondité. Le signe tirailleur, employé dans le passage de considérable que nous avons cité, est chargé de connotations historiques. Il renvoie notamment à ces Africains noirs qui ont participé avec beaucoup de courage à la libération de la France lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a appelés tirailleurs sénégalais. Ces hommes se sont battus pour la liberté, mais en vérité, ils ont tiré ailleurs, c'est-à-dire hors de leur pays. Cette liberté pour laquelle ils ont combattu n'était pas leur liberté, celle de leur terre natale. Ils se sont alors engagés dans une guerre sans haine, c'est-à-dire la guerre des autres, une guerre dont l'enjeu était loin d'être leur liberté. C'est la dure réalité que les tirailleurs sénégalais, et notamment les victimes du massacre de Tiaroa, vivront une fois rentrés chez eux. Les tirailleurs sénégalais, une fois rentrés chez eux, prirent conscience que le regard des colonisateurs français n'avait pas du tout changé à leur égard malgré l'aide considérable qu'ils ont apportée à la France. Ils restaient les mêmes sous-hommes, les mêmes peuples serfs victimes de l'arrogance et du mépris raciste des colonisateurs français. Le massacre de Tiaroa va être un événement déterminant dans la prise de conscience politique et l'éveil citoyen des Africains. Les colonisateurs français, comme Abraham Lincoln lors de la guerre civile américaine, eurent besoin afin de lutter pour leur propre liberté de l'aide de ces serfs, et ceux-ci commencèrent à se demander s'il était juste de les entraîner dans des guerres tendant à libérer ceux qui comptaient bien les maintenir dans la dépendance. Les victimes du massacre de Tiaroa comprendront très vite que leur grande contribution à la libération de la France ne leur donnera pas le droit d'accéder à la qualité et à la dignité de peuples indépendants et libres, et que la puissance colonisatrice ne ménagera aucun effort pour toujours les maintenir sous son joug. Par conséquent, il faut se rendre à l'évidence que se battre pour une nation autre que la nôtre fût-elle un pays ami-ami, ce n'est pas en réalité se battre pour sa propre nation. La liberté se vit en contexte, en situation. C'est cette lucidité qui amène Poway à revenir tirer chez lui. Mais il ne saurait tirer tout seul. Aussi, il enjoint ses concitoyens de se joindre à lui. Un peuple considérable est celui qui refuse de céder à l'oppression. C'est la volonté et la capacité à résister à la négation de la liberté qui font l'honneur et la grandeur d'un peuple. C'est à cette condition qu'il peut être dit considérable. En soulignant à l'endroit des siens que vivre sans vivre la liberté dans notre pays, ce n'est pas digne d'un peuple considérable comme nous,
Poway les invite alors à un sursaut de dignité patriotique en même temps qu'il marque son attachement à la liberté collective. Mais cette liberté collective que Poway appelle de tous ses vœux et de par son engagement, doit également se traduire par une autonomie technologique, et par extension industrielle et économique. La liberté pour un peuple, c'est aussi avoir foi en son génie, et en ses propres capacités d'invention et de création. L'idée en est suggérée par le bateau mu par un moteur en bois du pays, dans lequel Poway s'embarque pour partir malgré lui de son village. Ne pas utiliser un moteur étranger pour son bateau, c'est pour Poway refuser toute dépendance technologique. Le bateau étant le symbole du voyage, Akindingué veut en outre signaler que les Africains ne pourront réellement embarquer pour la liberté qu'à bord d'un bateau dont ils seront eux-mêmes les constructeurs. Par ailleurs, si les villageois que Poway quitte vivent moins difficilement l'absence de liberté, il n'en est malheureusement pas de même pour les citadins comme va le constater notre héros. Et pour la première fois, il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marché. Il vit beaucoup de gens marcher et marchander. Cadeau y apostrophe en a, cadeau y apostrophe en a, YA bon. Et chacun de remplir son panier, d'un peu de pollution, d'un petit peu d'indigestion, d'un peu d'aliénation et taxation du pays. 41. Par opposition à la campagne, la ville est non seulement la fenêtre ouverte sur le monde, mais également le lieu de toutes les perversions. C'est pendant les jours de marché que ces perversions ont cours. Les perversions alimentaires côtoient les perversions les plus nuisibles, à savoir les perversions morales. Car c'est en ville où se regroupent toutes les élites que nous apprenons l'art funeste du marchandage. Ce sont ces élites qui marchandent souvent leur liberté et celle de la patrie pour remplir leur panier, pour ne pas dire leur ventre. 4. Poway, éducateur du peuple. Homme épris de paix et de liberté, Poway se confrontera à ces ennemis du peuple que sont les hommes léopards qui se nourrissent de sang, les mercenaires du pays et autres geôliers dont l'armée, à chacune de nos frontières arbitraires, s'entraîne en chuchotant le nom de sa prochaine victime. Cette armée de mercenaires, de tortionnaires, de bourreaux de leurs propres frères bénéficie de la complicité des églises. Poway n'en est pas dupe puisqu'il dira, à l'adresse du peuple assemblé au marché, après avoir entendu sonner l'angélus et le canon, que toute religion sert une politique. Des propos qui d'ailleurs vont lui valoir la prison. Poway dénonce là la vieille collusion, déjà signalée au temps de la colonisation, du pouvoir religieux avec le pouvoir politique. Aujourd'hui encore, les églises sont complices des dictatures soit directement, soit indirectement par leur silence. Face à ces semeurs d'insécurité et de mort, il arrive qu'on soit bien obligé de recourir au langage des armes pour défendre la paix et la liberté. C'est ce que Poway, exilé de son pays, fera. Mais il apprendra très vite que le choix des armes c'est aussi prendre le risque, le très grand risque de faire couler le sang d'innocents. Sans rejeter catégoriquement cette option, Poway semble tout de même être plus à l'aise dans le rôle d'éducateur du peuple. En tant qu'éducateur du peuple, Poway a pour seule arme la parole. C'est par le discours qu'il conscientise les siens. Le verbe a chez lui une force réelle puisque chaque fois qu'il chante, il tombe de l'eau. Cette force du verbe, Akindingué lui-même la reconnaît. Tout passe par la parole qui construit la personne, qui construit le village. La parole est un acte puissant, dit-il. Le symbole de l'eau, qui coule à chaque fois que Poway chante, montre que le discours de ce dernier, qui est celui de la vérité, a une vocation purificatrice et fécondante à l'égard des esprits de ses concitoyens. Dans cette volonté d'éduquer les siens, il y a chez Poway l'idée qu'il n'est pas possible d'entraîner le peuple dans le combat de la quête de sa liberté s'il n'a pas pris conscience de vivre dans l'oppression et la tyrannie. Ce n'est qu'après une telle prise de conscience que le peuple peut s'engager en toute lucidité pour défendre sa liberté. V. Et si le peuple refusait la liberté ? En réalité, Poway ne réussit point à mobiliser ses compatriotes. Le comble c'est que ses discours, qui ne susciteront pas l'enthousiasme des citadins qu'il rencontrera au marché et à la place de l'indépendance, lui coûtent l'ostracisme dans son village. Mais chaque fois qu'il chantait il tombait des gouttes d'eau, les hommes en ont eu marre, l'ont chassé du village, Poway s'en est allé, le cœur gros loin de son pays. Considérable. Il prit congé de la chouette, qui s'arracha les cheveux de douleur, 48. Parce que symbole de purification,
cette eau qui tombe à chaque fois que Poway chante doit être naturellement regardée comme symbole de la vérité. En bannissant Poway, les villageois font mauvais accueil à la vérité, à cette vérité qui est censée les libérer. Cette méprise des villageois est en soi un choix, le choix de la tranquillité dans l'oppression, d'une existence habituée aux chaînes de la tyrannie. Ce n'est pas là l'attitude d'un peuple considérable. Qu'ils soient citadins ou villageois, les compatriotes de Poway ont manifestement une attitude réactionnaire. Ils refusent de partager la vision de Poway sans doute par peur des représailles des tortionnaires ou par ignorance de ce qu'est la liberté véritable. Ils confondent l'ombre de la liberté avec la liberté elle-même. Seule la Chouette semble partager sinon comprendre la vision de Poway. La Chouette, d'ordinaire considérée comme l'incarnation des forces obscures et maléfiques, est également le symbole de l'invisible, de l'inconnu, la nuit, qui sert de trame au visible, au connu, le jour. De ce point de vue, la Chouette connote en s'arrachant les cheveux de douleur, la clairvoyance, c'est-à-dire la vision intuitive au-delà des phénomènes, l'élan de la conscience visionnaire par-delà le présent pour prévoir l'avenir. Si elle ne se réjouit pas du départ de Poway, c'est donc parce qu'elle sait mieux que quiconque que cet individu-là est l'espoir du peuple, sa lanterne. La douleur de la Chouette est également un apitoiement sur ce peuple ignorant et loin d'être considérable, qui exile Poway sans pressentir que ce dernier annonce leur printemps et l'automne des dictateurs, de la cohorte des agents liberticides. Le peuple manifestement refuse la liberté. Ce comportement réactionnaire isole Poway. Ils ne sont pas nombreux à le comprendre et à le suivre. Son rêve de liberté, il le vit presque seul. Cette solitude explique son échec. VI, la défaite-victoire de Poway. Poway échoue de n'avoir pas su susciter un grand engouement révolutionnaire chez son peuple. Mais son engagement et sa mort sont loin d'être un sacrifice inutile. Quelques-uns ont été tout de même sensibles aux exhortations de Poway car depuis sa disparition. Un petit oiseau gris chante « Poway, Poway » et il tombe de l'eau. Alors chacun se souvient. Vivre sans vivre la liberté dans son pays ce n'est pas digne d'un peuple, CONSIDERABLE 49. Avant de poursuivre, nous signalons que le nom du héros de Considérable est aussi le titre d'une autre chanson d'Akindingué qui figure dans l'album Nandipo. Et à propos de ce nom, le conteur-poète dit que c'est celui d'un tout petit oiseau de nos contrées. Pau habite le voisinage des mers. La tradition veut que son chant provoque la pluie. Entre cette chanson et celle qui retient présentement notre analyse, il y a donc là un lien. Cet oiseau qui maintient vivant le souvenir de Poway est la preuve que ce dernier survit et a vaincu ses bourreaux. Son souvenir, qui reste tout entier dans la mémoire populaire, suscitera avec le temps d'autres héros de la liberté. En dépit de sa mort, Poway a vaincu parce qu'on ne peut pas bâillonner, on ne peut pas assassiner les idées, et en l'occurrence les idées enceintes de la vérité. On ne peut bâillonner ou assassiner que les individus qui sont, à un moment historique donné, les véhicules de ces idées. Ces individus-là savent d'ailleurs très bien se distinguer des idées qu'ils défendent, et lorsque leur fin est imminente, ils l'envisagent avec sérénité parce que convaincus que leurs idées trouveront d'autres porte-voix pour essaimer. Sans qu'elles ne soient synonymes de disparition ou d'anéantissement de ces idées, et notamment de l'idée de la liberté qui était sienne, la mort de Poway les mûrit, les féconde et hâte d'une certaine manière leur réalisation et confère aux héros de Considérable, tout simplement le statut d'immortel. Immortel est ici un terme qui doit être pris dans deux sens. D'abord, parce que les idées défendues par notre héros continueront leur bonhomme de chemin et ensuite parce que Poway vit toujours mais désormais sous une autre forme. S'il est vrai que l'oiseau est le symbole de l'immortalité de l'âme, le petit oiseau gris qui chante et fait tomber de l'eau, c'est Poway lui-même. La mort n'a été pour lui qu'un passage et un changement d'état. Et c'est d'ailleurs ici l'occasion de rappeler que nos morts ne sont pas morts. Mais pourquoi Poway a-t-il choisi de se réincarner en oiseau gris ? Le gris est une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. Lorsqu'on dit que le temps est gris, cela veut dire qu'il est couvert, qu'il est menaçant, il va bientôt pleuvoir. Certes, Poway n'est plus, mais la menace qu'il faisait peser sur les fossoyeurs de la liberté demeure présente. Les nuages qui annoncent le déluge qui balayera les hommes léopards n'ont pas fini de s'amonceler.
Le gris est alors le signe qui indique que la fin du règne des tortionnaires de Poway, des bourreaux de la liberté, approche. Par son engagement et sa mort, Poway se révèle prophète également. Sa mort prophétise l'avènement de la liberté. Mais au-delà de Poway, c'est aussi le poète-conteur, Akindingué lui-même qui se fait prophète et signale sa foi en la liberté qui adviendra bientôt. Le thème de la liberté donne au conte d'Akindingué et à toute son œuvre, une portée universelle. Considérable, peut à ce titre être écouté comme un hommage à tous les combattants de la liberté quelle que soit leur origine. À la question de savoir qu'est-ce qui est considérable, nous répondrons pour notre part que c'est d'abord d'une certaine manière Poway, le héros de notre conte, petit par les centimètres mais grand par les sentiments, mais ensuite et surtout le désir de liberté enfoui en tout homme et en tout peuple. Si tout peuple est considérable, comme le dit notre poète-conteur, c'est bien parce que la liberté est la vocation humaine par excellence. Mais elle est loin d'être une essence éternelle, une chose figée qu'on posséderait et conserverait comme une relique. La liberté est impossible, elle est toujours à conquérir et à construire. Et n'est considérable que le peuple qui a su conquérir sa liberté, et qui sait toujours la préserver. Il sera peut-être reproché à Akindingué de ne pas agir, de ne pas faire l'expérience de l'action, de passer le temps à chanter sinon à parler et qu'en définitive, la musique ne peut pas changer la cité, elle ne transforme rien. Mais ce serait oublier non seulement que Pierre Claver Akindingué fait partie de ceux qui très rares ne se taisent pas, de ceux qui refusent de se rendre complices par leur silence mais également qu'aucune parole n'est vaine. En chantant la liberté, le poète joue le rôle du temps. Sa parole est excitatrice et donc active, au sens où elle nous enjoint à la vigilance en nous rappelant à chaque instant que la lutte continue. Le combat pour la liberté nécessite un éveil constant. Et qui mieux que le poète, le chanteur, le conteur peut nous maintenir en éveil? DEUXIEME partie. Pierre Claver AKENDENGUE, laudateur de la liberté. Dire que Pierre Claver Akindingué est laudateur de la liberté est presque une lapalissade puisque nous savons qu'il est un chanteur politiquement engagé. Tout chanteur engagé est de fait un laudateur de la liberté. Cependant, savoir que la liberté est le champ thématique dans lequel laboure Akindingué est une chose. Une autre est d'en connaître les plans, les limites, d'en respirer l'humus. En considérant une bonne partie de l'œuvre de notre conteur, poète et chanteur comme un univers clos sur lui-même, comme une totalité, nous allons essayer de montrer comment le désir de liberté y naît, de mettre en relief les antagonistes de la lutte que ce désir met aux prises, de prévoir l'issue de cette lutte, en un mot d'en dévoiler le drame, le théâtre. Ce qui veut dire que tout au long de cette étude, nous considérerons la liberté chez Akindingué comme le thème dominant de l'œuvre. La liberté, c'est le nœud gordien du répertoire d'Akindingué au sens où elle est ce qui est, d'une chanson à une autre, récurrent chez le poète de la maladalité. La liberté chez Akindingué n'est pas une simple idée ou une simple notion parmi tant d'autres. Elle est plutôt une dimension au sens où elle traverse toute son œuvre et se pose comme ce qui la définit le mieux. Mais en tant que thème, ce n'est pas tant le terme de liberté, même si ce dernier est énormément présent dans les textes d'Akindingué, qui importe car le thème d'une œuvre ne se confond pas avec le mot, mais il consiste en une constellation, en un réseau de significations. C'est un principe concret d'organisation, un schème ou un objet fixe autour duquel aurait tendance à se constituer et à se déployer un monde. Même quand elle n'est pas citée dans une chanson comme Silence, In Silence, 1990. Chanson qui apparaît plutôt comme l'expression du vague à l'âme, de la mélancolie d'un amoureux qui attend en vain des nouvelles de sa bien-aimée, la liberté en forme encore la trame invisible au sens où cette bien-aimée est plutôt le symbole de cette liberté dont nous sommes tous en quête. J'ai cueilli pour toi les fruits que tu aimes manger, et la chaleur de mon cœur les a fait mûrir, des papayes, des goyaves sauvages, mangues, citrons, oranges, silence, silence, puis j'ai osé t'adresser des messages, et j'ai même confié ma détresse à des oiseaux de passage, silence, silence, je me suis rendu tour à tour, chez Poway Nkungu et Zen Jenkonmono Nkwan, pas de nouvelles de toi, je cours après toi à perdre haleine. Silence, silence. Ici la liberté est personnifiée, elle devient la bien-aimée, c'est-à-dire celle qui a déserté le cœur de son amant, tout en continuant tout de même à l'habiter puisque l'amant garde encore le souvenir de sa dulcinée. Or, ce cœur qui est le logis en deuil de sa maîtresse est justement aussi celui de la liberté,
cette liberté qui est le feu qui couve dans ton cœur. La liberté, c'est la harpe sitar qui joue dans ton cœur. Eleke in Maladalité 1995. L'amoureux de silence est en définitive l'amant malheureux de la liberté qui ne désespère cependant pas de retrouver son amour. Y est à l'origine de la quête de la liberté. La liberté dont il est question dans l'œuvre d'Akindingué est en général celle de l'Afrique noire, d'Africa Obota, c'est-à-dire la mère Afrique, ce pays qui pleure sa liberté, en riant comme font les tambours, et en battant des mains, mon pays entre soleil et pluie, in Africa Obota 1976. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.